Dans une station-service oubliée du Missouri, un coup de botte a brisé le silence, mais une femme a transformé la douleur en cri de justice. Avant de plonger dans cette histoire, tapez 1 en commentaire si vous êtes prêt à vibrer, abonnez-vous et ne manquez pas la surprise finale. Le soleil écrasait la station-service, une tache de béton perdue dans les plaines poussiéreuses du Missouri. Pas un souffle de vent. Les cigales chantaient, aigus, comme des aiguilles perçant le silence. Élise Moreau, silhouette élancée dans un jean gris et une veste kaki délavée, descendit d'un SUV noir. Ses lunettes de soleil masquaient ses yeux, mais pas la fatigue d'un long trajet. Sous l'apparence d'une voyageuse ordinaire, son port altier trahissait une force forgée dans les salles de crise du FBI. Directrice régionale, elle avait commandé des opérations contre des cartels internationaux. Aujourd'hui, elle ne voulait qu'une chose, remplir son réservoir, acheter une bouteille d'eau fraîche et rentrer chez elle. Le panneau de la station, lettre manquante, grinçait doucement. Les pompes, rouillées, penchaient comme si le temps les avait oubliées. Élise saisit le pistolet à essence, l'inséra dans le réservoir. Le bruit du carburant, un tic-tac lent, emplissait l'air. Elle leva les yeux, non pour admirer le ciel, mais pour goûter un instant de calme rare. Au loin, un klaxon discret, retenu, brisa sa rêverie. Une voiture de police, garée à l'écart, moteur allumé, observait. Élise jeta un coup d'œil dans le rétroviseur latéral. Un frisson d'instinct. Quelqu'un, là-dedans, la fixait. La portière du véhicule s'ouvrit avec un grincement sec. Un homme en sortit, grand, épaules larges, lunettes miroirs reflétant la lumière dure. Adrienne Fournier, shérif adjoint. Chaque pas faisait crisser le gravier, comme s'il revendiquait le sol. Sa main droite frôlait sa ceinture, non par peur, mais pour signaler « J'ai le pouvoir et je l'utilise ». Élise ne bougea pas, main ferme sur la pompe, regard glissant vers le miroir. Ce regard, elle le connaissait. Elle avait lu sans profil comme le sien, arrogant en uniforme, convaincu d'être la loi incarnée. « Vous êtes perdu ?» Sa voix, traînante, trempée de moquerie, claqua dans l'air. Élise pivota lentement, calme, délibérée. Derrière ses lunettes, ses yeux restèrent plats, comme un lac immobile. « Non, monsieur, je fais juste le plein. » Sa réponse, basse, claire, n'était ni défi ni soumission. Fournier s'approcha, à moins de 2 mètres. Son regard balaya son corps, de haut en bas, comme s'il inspectait une anomalie. Ses lunettes déformaient son reflet, le réduisant à ce qu'il voyait. Non une citoyenne, mais une intruse à corriger. Pas une plaque du Missouri. Vous venez d'où? Son ton glissa vers l'interrogatoire. Élise répondit, voix inchangée. De l'Illinois. Je rentre chez moi. Fournier plissa les yeux. Où, chez vous? Élise marqua une pause. Je ne crois pas être obligée de répondre, sauf si j'ai commis une infraction. Le coin de la bouche de Fournier se tordit, un rictus à peine contenu. Montrez-moi votre pièce d'identité. Élise hocha la tête, lentement. Sa main glissa vers sa veste, ouvrit un portefeuille fin. Elle aperçut une seconde son badge FBI, caché sous son permis. Elle ne le sortit pas, elle tendit son permis, main stable, regard droit. Fournier le prit, comme s'il saisissait un objet sale. Il lut son nom à voix haute, traînant les syllabes. Élise Moreau. Il tapota le plastique, comptant les secondes. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Élise respira, régulière. « Je vous l'ai dit, je fais le plein. » Fournier scruta les environs. Le terrain était vide. Le soleil n'offrait ni ombre ni témoin, sauf une caméra de sécurité qu'Élise avait repérée et un adolescent près d'un distributeur, feignant de jouer sur son téléphone, yeux rivés sur eux. Fournier rendit le permis d'un geste sec, sans courtoisie. Élise le récupéra, sans commentaire, sans baisser la tête. Elle ne montra pas son badge. Elle savait qu'un homme comme Fournier n'avait pas besoin de savoir qui elle était pour frapper. Il lui suffisait d'une excuse.
parfois même pas. Elle ajusta sa posture, poids réparti, prête à réagir. Fournier la fixa longtemps. L'air était lourd, chargé d'un non-dit. Tout attendait une étincelle. Puis il avança. Élise sentit le feu venir. Un pas, un autre. Ses bottes écrasaient le gravier comme des marteaux sur un cercueil. « J'aime pas votre attitude, » grogna-t-il, voix basse, tranchante comme du verre. Élise ne répondit pas. Elle connaissait ce type. Il ne voulait pas de dialogue, il voulait de la soumission. Toute parole, même polie, serait du carburant. Elle soutint son regard, sans élever la voix, sans baisser les yeux. Un silence profond, assez fort pour lui renvoyer son reflet. Et ça le rendit furieux. « Je vous ai posé une question simple. C'est quoi, cette attitude ?» Pas de réponse. Alors il fit ce qu'elle avait anticipé, sans avertissement, sans justification, un mouvement brutal. Sa botte frappa son tibia gauche, juste sous le genou, là où aucun muscle n'amortit le choc. Le bruit, sec, comme du verre brisé dans une pièce silencieuse. Élise s'effondra. Son genou heurta le gravier tranchant. La peau se déchira. Sa veste racla le sol. La douleur fusa. Une décharge dans l'os, les nerfs. Mais elle ne cria pas parce que ça ne faisait pas mal, parce qu'elle refusait de lui offrir le plaisir d'entendre une femme noire gémir. Fournier se tenait là, comme s'il venait d'écraser une mouche. Il exhala, donna un coup de pied dans un caillou. « Là, dit-il, à ta place. » Il tourna les talons. Il ne regarda pas en arrière. Il ne vit pas le téléphone tremblant derrière un pilier en béton. Lucas, 14 ans, t-shirt délavé, short usé, employé à mi-temps à la station, rechargeait les frigos, vidait les poubelles. Il ne connaissait pas son nom, mais il connaissait cette douleur. Il l'avait vue dans les yeux de son père, battu en Oklahoma pour ne pas avoir montré sa carte assez vite. Il savait ce regard qui dit « Tu n'es pas à ta place ». Cette fois, il filma. Ses mains tremblaient, mais ses yeux ne sciaient pas. La vidéo durait quelques secondes. Elle capturait tout. Fournier s'approchant, sa voix montant, Élise immobile, le cou, sa chute, le sang tachant son jean. Et surtout, elle ne pleura pas. Élise resta au sol, quelques instants. Elle ne se releva pas tout de suite. Elle respira, sentit son sang circuler, s'assura qu'elle contrôlait encore. Elle ne poursuivit pas Fournier du regard. Elle ne cria pas à l'injustice. Elle posa une main sur la terre, griffant le gravier, sentant chaque coupure. Puis, elle se redressa. Pas chancelante, pas dramatique. Un mouvement solide, délibéré, comme elle s'était toujours relevée des mains qui tentaient de la pousser. Son genou saignait, sa main gauche était éraflée, poignet couvert de poussière. Mais ses yeux, maintenant, étaient d'une clarté froide. Pas de colère. Juste la lucidité d'une femme qui venait de voir le vrai visage d'une bête portant un badge. Lucas était toujours là, téléphone en main. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Elle hocha la tête, légèrement. Pas de merci, pas de peur. Juste un message muet. « Tu l'as vu, n'est-ce pas? Alors, montre-le au monde. » Il hocha la tête, hésitant. Élise boita vers sa voiture. Elle souffrait, c'était certain. Mais elle ne s'appuya pas sur la portière. Elle ne transforma pas sa douleur en spectacle. Dans son esprit, les pièces s'assemblaient. Angle de caméra, reflet du rétroviseur, plaque de la voiture de police, direction du vent, inclinaison de l'objectif et l'adolescent avec son téléphone. Fournier avait commis une erreur. Il pensait avoir frappé une femme noire anonyme au bord d'une route. Il ignorait qu'il venait de déclencher une réaction en chaîne qu'il ne pouvait contrôler. Une vidéo de 32 secondes. Pas de montage, pas d'effet, pas de musique. Une femme noire est frappée, son genou heurte le gravier, le sang coule à travers une déchirure de son pantalon. Un officier blanc tourne le dos, s'éloigne, comme s'il jetait un déchet. Le filmeur, un adolescent employé à la station-service, n'a pas cherché la gloire. Il a juste su que quelqu'un devait voir. Il posta la vidéo sur TikTok, depuis un compte presque sans abonnés, avec une légende simple. Ça vient de se passer à la station de ma famille. Au début, quelques vues,
un ou deux commentaires. Mais bientôt, les chiffres explosèrent. La vidéo fut repostée sur Reddit sous une légende froide. Un flic frappe une femme sans raison. Quelqu'un sait qui elle est. Un hashtag Justice pour Élise commença à se répandre sur Twitter, éclipsant d'autres sujets, touchant des gens qui ne savaient pas encore qu'ils allaient bientôt bouillir de rage. Élise, à plus de 100 kilomètres, dans une chambre de motel miteux, reçut un premier message d'un ancien contact. 4 mots. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Elle ne trembla pas. Elle ne s'emporta pas. Elle ouvrit son ordinateur, se connecta à un système crypté réservé aux opérations fédérales. Dans la barre de recherche, elle tapa 3 mots, Adrien Fournier, Missouri. Puis, elle s'immobilisa, silencieuse, comme le centre d'une tempête qu'elle n'avait pas créée, mais qu'elle savait diriger. La chambre était sombre. Les murs, fins, laissaient filtrer le bruit d'un ventilateur de plafond tournant à peine. Élise ne ralluma pas la lumière. L'obscurité était une alliée. Le motel, avec ses prises obsolètes et son odeur de moquette humide, suffisait. Suffisait pour s'asseoir dans un coin, ouvrir son ordinateur, se connecter à un système crypté conçu des années plus tôt, lorsqu'elle et Mathieu Dubois, son collègue fidèle, faisaient partie d'une task force inter-État. Pas d'explication longue, pas de lamentation. Elle envoya à Mathieu une ligne. Fournier, comté de Benton, historique des plaintes, étage 3. Étage 3 était leur code. Les dossiers invisibles au public, les rapports temporaires, les plaintes mises en attente, puis effacées. Élise savait que chaque brutalité laissait une trace. Si ce n'était dans les documents, dans les vides qu'ils laissaient. Ses doigts glissaient sur le clavier, parcourant noms, codes d'incidents, chiffres orphelins sans annotation. Elle ne cherchait pas des anomalies, elle cherchait ce qui aurait dû être là, mais ne l'était pas. Un homme, Jamal Carter, 29 ans, arrêté par Fournier pour résistance à l'inspection. Pas de photos, pas de rapport déposé. Une autre affaire, Rosa Mendes, infirmière, retenue 2 heures à un barrage routier pour une plaque floue. Conclusion interne. Preuve insuffisante de mauvaise conduite. Plus elle lisait, plus les visages lui revenaient. Des gens qu'elle avait rencontrés lors d'anciennes audiences, tremblants, racontant des harcèlements, des menaces, des coups par des officiers de petite ville. Leurs plaintes retirées par peur de perdre un emploi, une garde d'enfants, ou parce que personne ne les croyait. Élise avait tapé leurs déclarations, signé des enquêtes de suivi, puis vu ces dossiers disparaître, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas d'alerte, pas de traces. Une mort sociale jouée dans le silence. Mathieu répondit après 20 minutes, un courriel bref, 3 pièces jointes, un rapport d'incident non signé, des journaux d'accès supprimés manuellement, une liste de plaintes non résolues, toutes liées à Fournier, toutes des 6 dernières années. Aucune n'avait été enquêtée jusqu'au bout, aucune n'avait trouvé de faute. Élise ne fut pas surprise. Elle ouvrit chaque fichier, les marqua, les exporta dans un tableau. Elle construisit une chronologie, reliant les plaignants aux dates de résolution interne, traçant qui avait traité les dossiers, qui les avait signés. Un nom revenait encore et encore. Marianne Dubois, shérif du comté de Benton. Élise zooma sur ce nom, toujours calme, méthodique. Elle n'avait pas besoin de colère pour valider les faits. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Ce qu'elle voulait, c'était une structure, un cadre logique, solide comme l'acier, pour que la vérité, une fois révélée, ne puisse être niée. Le vent tapait à la fenêtre. Le ventilateur grinçait. Élise étira son dos, souleva un verre d'eau tiède, retourna à son écran. Son visage ne montrait pas d'urgence. Elle travaillait comme si elle rédigeait un rapport technique, neutre, détaché. Mais à l'intérieur, chaque nerf était en alerte. Dehors, les gens s'indignaient. Le hashtag gagnait du terrain. Les médias commençaient à demander « Qui est la femme dans la vidéo ?» Élise ne se pressa pas pour répondre. Elle écrivait sa réponse, non avec des mots, mais avec des données. Une logique qu'aucun shérif, aucun sénateur, aucun déni ne pourrait trancher. Soudain, un bruit, un craquement sec, comme une branche brisée sous un pied. Élise releva les yeux. La fenêtre, entr'ouverte, laissait entrer l'air moite. Elle se leva,
s'approcha. Dehors, l'obscurité engloutissait le parking. Son SUV, garé à 10 pas, semblait intact, mais quelque chose clochait. Elle plissa les yeux, scannant l'ombre. Une silhouette fugitive, près d'un lampadaire éteint, disparut dans la nuit. Elle referma la fenêtre, verrouilla. Son pouls accéléra, mais ses mains restèrent stables. Elle revint à son ordinateur, sauvegarda ses fichiers sur 3 serveurs cryptés distincts. Puis, elle vérifia son permis de conduire, toujours dans son portefeuille. Quelque chose manquait. La carte qu'elle avait tendue à Fournier, il ne l'avait pas rendue correctement. Un frisson glacé la traversa. Ce n'était pas une erreur, c'était intentionnel. Élise s'assit, respira profondément. Fournier n'avait pas agi seul. Il avait pris sa carte pour une raison. La discréditer, vérifier son identité, ou pire, signaler à quelqu'un qu'elle était plus qu'une voyageuse anonyme. Elle ouvrit un nouvel onglet, tapa le nom de Fournier dans une base de données fédérale. Une plainte récente, non classée, attira son attention. Une femme, Althea Jones, accusait Fournier d'usage excessif de force lors d'un contrôle routier nocturne. La plainte avait été retirée après que la plaignante avait perdu son emploi de professeur. Un autre dossier. Un livreur, Devan Lamar, affirmait que Fournier avait brisé son téléphone et fouillé sa voiture sans mandat. Note interne, manque de preuves visuelles. Élise griffonna sur un carnet. Marianne Dubois, signature récurrente. Elle sentit un filet de sueur couler dans son dos. Ce n'était pas juste un flic raciste, c'était un système, un réseau. Un coup discret à la porte la fit sursauter. Elle glissa son arme de service sous la table, approcha de la porte, œil sur le Judas. Une femme, la trentaine, cheveux blonds, noués en chignon, tenait un gobelet fumant. Madame Moreau? Sa voix était douce, hésitante. Élise ouvrit, méfiante. « Je suis Clara, du dîner d'à côté. J'ai vu ce qui s'est passé. Je vous ai apporté un café. » Élise scruta son visage. Des cernes, un sourire fragile, mais sincère. Elle accepta le gobelet, sentit la chaleur dans ses paumes. « Merci, » murmura-t-elle. Clara jeta un coup d'œil nerveux vers le parking. « Faites attention. Fournier, il n'est pas seul. Il connaît tout le monde ici. » Elle baissa les yeux, puis s'éloigna, ses pas crissant sur le gravier. Élise referma la porte, posa le café sur la table. Elle ne le but pas, mais ce geste inattendu alluma une petite flamme en elle. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un s'était soucié. Elle retourna à son écran, plus déterminée. Un courriel crypté apparut. Pas d'expéditeur, juste un pseudonyme. Ombre. Une ligne. Vous n'avez pas frappé la mauvaise personne, mais vous n'êtes qu'au premier étage. Un fichier joint. Élise l'ouvrit, cœur battant. Un registre financier. Des paiements de petits comités d'action politique à une entreprise, Valor Reform Inc. Un nom qui fit froncer ses sourcils. Cette société avait financé la campagne de Marianne Dubois. Et plus bas, un virement inversé, signé par un certain Philippe Renaud, sénateur connu pour ses discours sur la sécurité. Élise sauvegarda le fichier, l'encrypta 3 fois. Elle comprit. Ce n'était pas juste Fournier, pas juste Dubois. C'était un échiquier. Et elle venait de déplacer un pion. Dehors, les cigales chantaient toujours. Mais dans cette chambre sombre, une tempête se formait. Pas de tonnerre, juste des données. Et Élise, au centre, savait que ce n'était que le début. La chambre du motel, plongée dans une pénombre épaisse, semblait figée dans le temps. Le ventilateur de plafond tournait lentement, ses pales grinçantes rythmant le silence. Élise Moreau, assise à une table bancale, fixait l'écran de son ordinateur portable. La lueur bleutée éclairait son visage, révélant des traits tirés mais résolus. Ses doigts, précis, dansaient sur le clavier, traquant des données cryptées dans un système fédéral qu'elle avait contribué à bâtir. Le fichier envoyé par Ombre reposait, ouvert, sur son écran. Un registre de paiement, des chiffres alignés comme des soldats, reliant Valor Reform Inc. à Marianne Dubois, shérif du comté de Benton, et à un nom plus imposant encore, Philippe Renaud, sénateur aux discours policés et aux alliances opaques.
Élise ne cherchait pas une preuve isolée, elle cherchait le squelette d'un système. Elle griffonna sur un carnet, en lettres serrées. Renault, financement, valeur réforme. Chaque mot était une flèche, chaque flèche une direction. Elle n'était plus la femme à terre, genoux saignants sur le gravier. Elle était une stratège, disséquant un échiquier où chaque pion cachait une intention. Son téléphone vibra. Un message de Mathieu Dubois, son collègue de longue date, un homme dont la loyauté n'avait jamais vacillé. Dossier Fournier. 6 plaintes, 3 ans. Rien n'a abouti. Commence par mars, incident Carter. Je creuse les liens financiers. Élise hocha la tête, comme s'il pouvait la voir. Mathieu, avec sa voix grave et son calme d'ancien militaire, était son encre. Elle ouvrit un nouvel onglet, tapa Marianne Dubois, comté de Benton. Une photo apparut. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux blonds coupés courts, sourire de campagne électorale. Réélue 3 fois, sans opposition. Aucune controverse publique. Trop propre. Élise connaissait ce genre de façade. Ce n'était pas l'absence de faute qui rendait un dossier immaculé. C'était le contrôle de ceux qui parlaient. Elle cliqua sur un rapport interne. Une plainte, classée sans suite, mentionnait un contrôle routier musclé. Une autre, un adolescent noir détenu pour comportement suspect devant un magasin. Témoin, il téléphonait. Résolution, insuffisant pour faute. Signé, Marianne Dubois. Un craquement dehors. Élise se figea. Elle glissa sa main sous la table, effleura son arme. La fenêtre, fermée, vibrait sous une rafale. Elle se leva, approcha, écarta le rideau. Le parking, désert, baignait dans une lumière jaunâtre. Son SUV était là, intact. Mais l'ombre qu'elle avait vue la veille, furtive, restait dans son esprit. Elle vérifia son permis, toujours manquant. Fournier l'avait gardé. Un acte délibéré. Pour la pisteur, la discréditer, elle retourna à son écran, sauvegarda ses fichiers sur un disque crypté. Elle ne pouvait pas se permettre d'être imprudente. Un courriel arriva. Mathieu. 3 pièces jointes. Des contrats publics entre le comté de Benton et une société, Héphaïstos Sécurité, pour des améliorations de surveillance interne. Montant, 480 000 $ sur 6 mois. Élise fronça les sourcils. Héphaïstos. Le nom résonnait. Elle fouilla le registre d'ombre. Un virement, 92 000 $ de valeur réforme à Héphaïstos, sous l'étiquette frais de médias. Une société de sécurité qui faisait du marketing, peu crédible. Elle traça l'adresse de l'entreprise. Un bureau virtuel, une boîte aux lettres dans une zone industrielle, une coquille vide. Elle envoya un message à Mathieu. Héphaïstos, Creuse, contrat, actionnaire, liens avec Renault. Puis elle se leva, étira ses bras. La douleur dans son tibia pulsait, un rappel du coup de Fournier. Elle ne grimaça pas. La douleur était un signal, pas une faiblesse. Elle ouvrit la porte, respira l'air moite. À quelques pas, le dîner où Clara, la serveuse, lui avait offert un café. Élise traversa le parking, entra. L'odeur de graisse chaude et de café brûlé emplissait l'espace. Clara, derrière le comptoir, essuyait des verres. Elle releva les yeux, surprise. « Vous êtes revenu » murmura-t-elle, un sourire timide. Élise s'assit au comptoir, commanda un café noir. « Merci pour hier » dit-elle, voix basse. Clara rougit légèrement. « J'ai vu la vidéo. Tout le monde en parle. Vous allez bien » Élise hocha la tête. « Ça va. » Elle but une gorgée, brûlante, amère. « Vous connaissez Fournier » Clara baissa les yeux, essuya un verre déjà propre. « Tout le monde le connaît. Il traîne ici, intimide les gens, surtout ceux qui… » Elle s'arrêta, chercha ses mots. « Qui ne sont pas d'ici » Élise posa son gobelet. « Il agit seul » Clara secoua la tête. « Non, il suit les ordres. Marianne Dubois, elle contrôle tout. Et elle est intouchable. » Élise nota mentalement. « Intouchable », un mot qui sonnait comme un défi. Elle glissa un billet sur le comptoir, se leva. « Prenez soin de vous, Clara. » La serveuse hocha la tête, ses yeux disant plus que ses mots. De retour dans sa chambre, Élise reçut un appel. Sophie Laurent, procureure fédérale,
une femme avec qui elle avait démantelé des réseaux de corruption à Chicago. Élise, c'est toi dans la vidéo? Sa voix était ferme, mais teintée d'inquiétude. Oui, répondit Élise, sans détour. J'ai besoin d'un conseiller indépendant, Marianne Dubois. L'ampleur des falsifications pourrait atteindre l'État. Sophie marqua une pause. Envoie-moi ce que tu as, je suis avec toi. Élise raccrocha, sentit un poids s'alléger. Elle n'était pas seule, mais la tempête approchait. À minuit, un bruit sourd la réveilla, un crépitement, puis une odeur âcre. Elle bondit vers la fenêtre, son SUV englouti par des flammes. Les vitres fondaient, la peinture cloquait. Elle ouvrit la porte, courut dehors. La chaleur lui brûlait le visage. Sur la voiture d'à côté, une inscription en peinture noire. Tais-toi, pas une erreur, une menace. Élise appela les pompiers, voix calme, précise. Ils arrivèrent, suivis par la police locale. 3 officiers descendirent, aucun ne demanda son nom, aucun ne sembla surpris. Un nota un rapport à la main, un autre prit des photos, sans conviction. Je veux voir les images de surveillance, dit Élise. Un officier hocha la tête, sans écrire. Elle insista. On vérifiera, répondit-il, vague. Élise signa le rapport, demanda une copie. Elle rentra, verrouilla la porte. Quelque chose clochait. Sa valise, près du lit, était entr'ouverte. Les vêtements, soigneusement pliés, étaient en désordre. Son ordinateur, sur la table, avait son compartiment de batterie décellé. Un disque dur externe avait disparu. Un câble, coupé net, comme par une lame. Elle resta immobile. 20 secondes. L'air était lourd, chargé d'une odeur de sueur et de poussière. Quelqu'un était entré, avait tout touché, puis disparu. Elle ne cria pas, ne frappa pas la table. Elle referma la porte, tira le rideau. Elle réassembla son ordinateur, remplaça la batterie de secours. Par chance, ses données critiques étaient synchronisées sur 3 sauvegardes cryptées. Ce qu'on lui avait pris était superficiel. Ce qui restait était l'épine dorsale de l'affaire. Elle envoya un message à Mathieu. Phase 2, c'est parti. 3 minutes plus tard, il répondit. Plan B prêt. Route 7, mode sombre, 72 heures. Élise n'hésita pas. Elle désactiva le Wi-Fi, le Bluetooth, masqua son GPS. Elle rangea ses affaires, méthodique. Pas de précipitation, pas de tremblement. Le vent soufflait dehors. La voiture incendiée avait été remorquée, ne laissant qu'une tache noire sur le béton. Élise y jeta un dernier regard, puis enfila sa capuche, pas contre le froid, mais pour cacher toute émotion. L'après-midi, elle s'installa dans un poste satellite à l'orée de la ville, un lieu discret pour vérifier les fichiers cryptés de Mathieu. Tout était propre, rapide. Elle portait une casquette basse, des lunettes noires, effaçant toute trace d'identité. À la sortie, une femme l'attendait, jeune, 30 ans peut-être, l'air fatigué mais déterminé. À ses côtés, une fillette, 8 ou 9 ans, tenant un dessin plié. Élise s'arrêta, alerte. Pas de caméra, pas de foule. La femme s'avança, posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Il voulait vous donner ça », murmura-t-elle, voix rauque. La fillette tendit le papier. Élise l'ouvrit, un dessin au crayon et au pastel. Une femme noire, à genoux, tête haute, une lumière dorée derrière elle. Les traits du visage étaient flous, mais les yeux, audacieux, portaient une force reconnaissable. En dessous, en écriture tremblante, « Elle n'est pas tombée ». Elle se relevait. Élise ne dit rien, pas le genre à parler dans ces moments. Elle inclina la tête, plia le dessin, le glissa près de son cœur. Elle s'éloigna, pas un regard en arrière, mais ses pas, une fraction plus lent. Cette nuit-là, dans une nouvelle planque, Élise relut le message sur la voiture incendiée et les mots de la fillette. Elle comprit. Tout le monde ne voulait pas son silence. Des yeux, petits, observaient. Ils avaient besoin qu'elle se tienne debout. Elle ouvrit son ordinateur, connecta un disque dur sécurisé, un nouveau courriel d'ombre, une vidéo, 18 minutes, sans titre. Élise cliqua. L'image, floue d'abord, se précisa. Une salle basse, une table ronde, des lumières jaunes, une caméra cachée,
probablement dans un conduit. La voix de Philippe Renaud, claire, tranchante. On n'éteint pas le feu, on contrôle le vent. Puis Marianne Dubois, riant à moitié. On a étouffé 3 affaires comme ça, celle-ci ne sera pas différente. Élise ne bougea pas. Chaque mot déchirait le voile qui protégeait le système. Plus de théories, plus de suppositions, c'était une preuve vivante. Elle nomma le fichier Oméga. Dans ses dossiers, Oméga marquait toujours la pièce finale. Elle ne l'envoya pas aux médias, pas encore, trop tôt, et le système se replierait, nierait, brouillerait. Elle choisit 12 secondes, un extrait brut. Renaud, visage net, voix claire. C'est un symbole, et les symboles brûlent facilement si le public craint pire. Elle l'envoya à Sophie Laurent, sans légende, juste un identifiant. Oméga 2. Sophie répondit en 8 minutes. Reçu. 1 heure plus tard, la vidéo fut publiée par Citadelle Vérité, un média indépendant. Pas de publicité, pas de titre racoleur. Juste une ligne. 12 secondes, 3 personnes. Une démocratie manipulée dans l'ombre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les hashtags « La bande » et « Démasqué » grimpèrent. Un commentaire, partagé des milliers de fois. Élise n'a pas reculé. Elle les a attirés dans la lumière. Mais un courriel arriva, sans expéditeur. Suspension temporaire de l'agent Élise Moreau. Protocole d'éthique interne. Signé par Bernard Lefebvre, son ancien mentor, celui qui l'avait défendu lors de sa première enquête fédérale. Élise relut, immobile, comme si les mots étaient dans une langue ancienne. Pas de raison claire, pas d'audience. Elle sauvegarda le courriel, l'encrypta. Elle ouvrit un document vierge, tapa une ligne. Phase 2, niveau organisationnel. Elle referma son ordinateur. La pièce était silencieuse. Un craquement sec, dehors, comme du verre sous pression. Elle ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixes, comme ceux d'une femme qui savait que le danger venait toujours quand les autres dormaient. Elle n'était plus une agente fédérale. Elle était une variable libre, prête à frapper. Le vent soufflait fort sur l'île de Grand Isle, un coin de terre perdu entre le Missouri et l'oubli, où les roseaux dansaient sous un ciel d'acier. Élise Moreau, silhouette sombre dans un manteau noir, se tenait debout sur un ponton de bois usé, face à l'eau trouble. Ses lunettes de soleil masquaient ses yeux, mais sa mâchoire serrée trahissait une tension contenue. À ses côtés, un dossier scellé, épais comme un livre de prière, renfermait des mois de travail. Relevés bancaires, contrats opaques, enregistrements audio et la vidéo Oméga. Elle n'était pas venue pour négocier. Elle était venue pour mettre fin à un jeu. Victor Langlois, PDG d'Héphaïstos Sécurité, l'attendait dans une maison de verre perchée sur la falaise. Un homme trapu, costume gris taillé sur mesure, cheveux poivre, aisselles lissées en arrière. Son sourire, trop lisse, cachait une nervosité qu'Élise avait appris à repérer dans les salles d'interrogatoire. Derrière lui, 2 gardes du corps, immobiles, mains croisées, yeux cachés par des lunettes opaques. Élise posa le dossier sur la table de verre, sans un mot. Le claquement résonna dans la pièce, comme un défi lancé dans une église vide. « Madame Moreau, » dit Langlois, voix mielleuse, « vous avez fait un long chemin pour rien. » Élise ne répondit pas. Elle glissa un dispositif USB sur la table, un rectangle noir marqué d'un mot gravé, « Épée de vérité ». « Ouvrez-le, » dit-elle, voix basse, tranchante comme une lame. Langlois haussa un sourcil, mais ses doigts hésitèrent. Il brancha l'USB, une fenêtre s'ouvrit sur son écran, des documents numérisés, des enregistrements, des transferts financiers reliant Héphaïstos à des shérifs corrompus dans 5 États. Au centre, un organigramme. En haut, son nom. Langlois rit, un rire sec, sans joie. Vous pensez que ça suffira? Des fichiers, des accusations? Vous n'avez aucune idée de ce que vous affrontez. Élise inclina la tête presque imperceptiblement. Vous avez 3 jours pour retirer vos contrats avec Benton et les comtés voisins. Sinon, ceci, elle tapota l'USB, sera sur tous les bureaux des procureurs fédéraux.
et sur chaque écran du pays. Les gardes bougèrent légèrement, un pas en avant. Élise ne scia pas. Elle avait déjà calculé les angles, les sorties, les failles. Langlois leva une main, arrêtant ses hommes. « Vous êtes suspendu du FBI, Moreau. Sans badge, vous n'êtes rien. » Élise répondit, calme, glaciale. « Je ne suis pas ici en tant qu'agent. Je suis ici en tant que témoin. » Elle se leva, laissa le dossier sur la table, tourna les talons. Le vent siffla à travers les vitres. Langlois ne la rappela pas. De retour sur le continent, Élise reçut un message de Sophie Laurent, la procureure fédérale. Dossier reçu. Audience fixée dans 2 semaines. Renaud s'effondre déjà. Élise ne sourit pas. Elle savait que les puissants ne tombent pas facilement. Philippe Renaud, sénateur aux airs de patriarche, avait publié un communiqué, jurant son innocence, accusant une campagne de diffamation. Marianne Dubois, shérif du comté, s'était enfermée dans son bureau, refusant les interviews. Adrien Fournier, lui, avait disparu des radars, probablement caché par des alliés. Mais Élise avait plus qu'une vidéo virale. Elle avait Oméga, 18 minutes d'aveux enregistrés, des voix claires, des visages nets. Et elle avait Amélie Dubois, une avocate des droits civiques, rencontrée par l'intermédiaire de Sophie. Amélie, petite, cheveux bouclés, regard brûlant, avait grandi dans une ville voisine, où elle avait vu des familles noires et latinos harcelées par des shérifs intouchables. Elle avait accepté l'affaire sans hésiter, mobilisant une équipe d'avocats bénévoles pour porter les preuves au tribunal. Dans un café discret, loin des caméras, Élise rencontra Amélie. La lumière tamisée jetait des ombres sur les murs. Amélie posa une pile de documents devant elle. « On a assez pour Renaud et Dubois. Fournier, c'est plus compliqué. Il est en fuite, mais on le trouvera. » Élise hocha la tête, feuilleta les pages. Des témoignages, des affidavits, des plaintes oubliées, ressuscitées par des citoyens qui, inspirés par la vidéo de Lucas, avaient brisé leur silence. « Et Langlois ?» demanda Élise. Amélie sourit, un éclat dur dans les yeux. « Il a retiré ses contrats hier soir. Votre épée de vérité a fonctionné. » Élise ne répondit pas. Elle pensait à la fillette, au dessin plié dans sa poche. Elle n'est pas tombée. Elle se relevait. Ce n'était pas juste pour elle. C'était pour Lucas, pour Clara, pour tous ceux qui avaient vu l'injustice mais n'avaient pas eu les moyens de la combattre. Elle glissa une main dans son sac, en sortit une clé USB supplémentaire. Une copie d'Oméga, pour le tribunal. Amélie la prit, ses doigts effleurant ceux d'Élise. Un regard passa entre elles, un pacte muet. Le tribunal de Springfield était un bâtiment austère, ses colonnes de pierre usées par des décennies de vent. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'attente. Élise, en tailleur noir, s'assit au premier rang, non comme accusatrice, mais comme témoin. La salle était pleine. Des journalistes, des activistes, des citoyens ordinaires, certains tenant des pancartes. Justice pour Élise. Lucas était là, au fond, avec sa mère. Clara, la serveuse, avait pris un jour de congé pour assister. Leurs regards croisèrent celui d'Élise. Pas de mots, juste un hochement de tête. Amélie se leva, sa voix claire traversant la salle. Elle présenta les preuves, méthodiques, implacables, les relevés bancaires d'abord, des transferts d'Héphaïstos à Valor Reform, puis à des comptes liés à Renaud, des contrats bidons signés par Marianne Dubois pour des caméras de surveillance jamais installées, puis la vidéo Oméga. La salle retint son souffle. Renaud, en costume bleu, parlait de « contrôler le vent ». Dubois riait, suggérant d'intimider les témoins. Fournier, hors champ, grognait son approbation. Le juge, un homme aux lunettes épaisses, ne broncha pas. Mais ses notes, prises à la main, s'accumulaient. Renaud, dans le box des accusés, fixait le sol. Dubois, menotté, évitait les regards. Fournier, arrêté la veille dans un motel à la frontière de l'État, était absent, déjà en détention provisoire. Amélie conclut, ce n'est pas une affaire isolée, c'est un système. Et aujourd'hui, ce système répond de ses actes. La foule applaudit, un grondement sourd, comme un orage libéré. Élise ne bougea pas. Elle observait, enregistrant chaque visage, chaque mot. Dehors,
des manifestants scandaient son nom. Pas celui de l'agente du FBI, mais celui de la femme qui s'était relevée sur le gravier. Elle sortit, évitant les caméras, ignorant les micros tendus. Une semaine plus tard, le verdict tomba. Fournier, 20 ans pour abus de pouvoir et agression. Dubois, assignation à résidence, en attente d'un procès fédéral pour corruption. Renaud, inculpé pour fraude et conspiration, son immunité sénatoriale levée. Langlois, sous pression, avait fermé Héphaïstos, ses bureaux vidés en une nuit. Élise ne célébra pas. Les victoires judiciaires ne réparent pas les os fracturés, les vies brisées, les nuits sans sommeil. Elle retourna à la station-service, là où tout avait commencé. Le panneau grinçait toujours, mais une plaque neuve y était fixée. Une inscription simple, à la mémoire de ceux qui se relèvent. Lucas, désormais employé à plein temps, nettoyait les pompes. Il la vit, sourit, un peu gauche. « Vous avez changé quelque chose, » dit-il. Élise hocha la tête. « Toi aussi. » Elle démissionna du FBI le lendemain. Pas par colère, ni par fatigue, elle voulait être libre. Libre de construire, non de réparer. Avec Amélie et Clara, elle fonda Lumière Juste, une organisation pour former les citoyens à surveiller les abus, à filmer, à témoigner. Pas une croisade, une méthode, des ateliers dans des gymnases, des églises, des bibliothèques, des téléphones distribués, des serveurs sécurisés installés, chaque communauté, un nœud dans un réseau plus vaste. Un soir, dans un bureau modeste, Élise déplia le dessin de la fillette. Elle le posa sur une étagère, à côté d'un vieux badge FBI, désormais sans éclat. Dehors, le Missouri s'endormait sous un ciel clair. Les cigales chantaient, mais leur chant semblait différent, plus léger. Élise ferma son ordinateur, éteignit la lumière. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir que d'autres se relèveraient après elle. L'histoire d'Élise Moreau, une femme confrontée à l'injustice dans une station-service isolée, résonne comme un écho des luttes intemporelles pour la justice et la dignité. Ce récit, ancré dans une réalité crue, m'a profondément ému par sa capacité à montrer la force de la résilience face à l'adversité. Élise, malgré l'agression, les menaces et la trahison, ne se contente pas de survivre. Elle transforme sa douleur en un levier pour démanteler un système corrompu. Cette ténacité, cette foi en la vérité, incarne une valeur profondément française, la défense de la justice, non par la vengeance, mais par la raison et la persévérance. Ce qui me touche, c'est son refus de céder à la colère brute. Elle agit avec méthode, comme un artisan ciselant une œuvre, prouvant que le courage n'est pas bruyant, mais précis. L'histoire m'enseigne que la justice n'est pas un don, mais un combat. Dans la vie quotidienne, cela signifie rester vigilant face aux abus, même petits, et oser témoigner, comme Lucas avec sa vidéo. Chaque geste compte, un regard, un mot, une action. En France, où l'égalité est un pilier, nous devons, comme Élise, construire des ponts entre les communautés, écouter les voix silencieuses et utiliser les outils modernes, réseaux sociaux, technologies, pour amplifier la vérité. L'union, comme celle d'Élise avec Amélie et Clara, montre que la solidarité transforme l'individu en force collective. Si cette histoire vous inspire, agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la pour réveiller les consciences. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos récits de courage. Et laissez un commentaire. Quelle leçon tirez-vous d'Élise? Votre voix compte. Ensemble, faisons briller la lumière de la justice.